Et une nouvelle correspondance, Jack égale Ansel. Ça devient presque comique, je trouve. Donc, l'histoire n'a rien à voir avec Jack ou Ansel, techniquement. Il va y avoir un petit truc, mais ouais, ça va plutôt se centrer sur Henry. Et je vais vous faire le flashback, mais super rapidement, parce que j'ai trouvé sans intérêt. Jack est un peu déçu de ne pas affronter de dragon dans une caverne au dragon parce que le dragon s'est barré. Parce qu'il voulait se créer sa propre aventure pour pouvoir proposer à Cendrillon, faire sa demande en mariage à Cendrillon avec un truc qui montre un prestige et tout. Et c'est là donc que Killian lui propose une chasse au trésor, le trésor de Davy Jones, et ben voilà, référence à Pirates des Caraïbes, il fallait que ça arrive un de ces quatre. Et donc pour ça il prévoit de récupérer le Jolly Rogers qui semble-t-il tomber aux mains de Barbe Noire parce qu'il fallait que Barbe Noire réapparaisse encore, toujours Barbe Noire presque. Et donc, ouais, toute une combine, etc. Et on finit par apprendre au bout d'un moment que c'était un coup monté, qu'ils sont de mèche avec Barbe Noire. Ah, au passage, oui, ils passent d'un monde à l'autre, mais sans problème aussi, hein, parce que oui, je rappelle que si on suit la théorie des gens qui m'ont repris, hein, que le monde des souhaits et le monde de la forêt enchantée changé avec Cendrillon et tout sont deux mondes différents. Donc à nouveau, hein, ils vont d'un monde à l'autre comme ça, sans rien pour sans rien pour l'expliciter ou quoi que ce soit. C'est juste, oh, on a des haricots magiques à la pelle, y a pas de problème. C'est une détail à la con. Et donc, ouais, quoi, en fait, c'était un coup monté. Henry se sent un peu trahi par ça, parce que, ouais, Killian essayait d'être une espèce de, enfin, d'être comme le premier Killian de base pour lui, de l'aider un petit peu. Mais il y a la malédiction de David Jones qui revient, parce il veut pas qu'on prenne sa bague. Voilà, et il y tient absolument à la bague, donc il relance la bague dans le tourbillon qu'il a créé, ça se calme et Henry finit par comprendre qu'en fait il veut juste le bonheur simple, il cherche pas à à avoir le prestige pour épouser quelqu'un et c'est pour ça qu'il demande ça, simplement Cendrillon en mariage à la fin du flashback. C'était chiant. Alors je dis pas que c'était mauvais, c'était correct, ça passait correctement, hein, mais ça apportait rien. C'était superflu à fond. Je veux dire, moi qui me suis plaint du flashback précédent, mais celui-là, mais complètement superflu, vraiment. Donc, ouais, c'était histoire 2, quoi, c'est centré sur Henry, on n'avait plus rien apparemment à dire sur lui. Je sais pas, vous auriez pu faire ça, première rencontre avec Jack. Je sais pas comment ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus copains et tout, ça aurait été beaucoup plus intéressant que ça. Étant donné que, bon, l'histoire dans le monde dans le monde de maintenant, va centrer légèrement sur la recherche du tueur qui s'avère être Jack. Et puis son petit délire, oh, je ne suis qu'Henry, je ne vaux pas grand chose comparé au destin de mes grands-parents ou de ma mère et tout. Et je me dis, t'es l'auteur, mec! T'as grandement participé à sauver la situation à plusieurs reprises dans les 6 saisons précédentes. T'as un destin déjà, t'as pas rien. Certes, ça reposait sur le fait que tu étais un soutien, mais quand même, à plusieurs moments, c'est toi qui étais en vedette. Donc c'est cette espèce de connerie comme quoi il a jamais su trouver sa voie et se mettre au centre de quoi que ce soit, au centre d'une aventure, c'est de la connerie. Je suis désolé. Donc non, flashback sans intérêt. Voilà. Donc dans notre présent, Henry reçoit une proposition de la radio où il fait son petit podcast dont on parle maintenant. Ça fait que la deuxième fois qu'on en parle après l'épisode 12. Donc on voit que vous avez bien suivi ça complètement, vous avez bien tablé là-dessus. Et donc il reçoit une proposition pour avoir un travail payé, bien payé à New York. Alors je sais pas, il était pas taxi avant, et maintenant il est plus taxi, il touche plus rien de ses livres et tout, je pige pas quoi, il arrivait à très bien vivre sans trop de problèmes, sans être payé avant, mais maintenant il a besoin de fric, un truc comme ça. Donc ouais, il a cette proposition d'emploi qui est assez alléchante, mais c'est pour ça il devrait aller à New York et donc quitter Hyperion Heights, et c'est pour ça qu'il vient en parler avec Cendrillon qui n'ose pas lui dire de rester, et donc ouais, il s'apprête à partir quoi. Un drame, tout ça. Mais avant de partir, il est abordé par Rumpelstiltskin qui lui dit qu'ils ont besoin de lui pour l'enquête sur le tueur du sabbat des 8.
Parce que, parce que, en fait, on a trouvé le livre, il était une fois qu'il a écrit, Henri, sur les lieux du crime. Voilà, ce qui amène Henri à devoir enquêter avec lui, collaborer. Et il y a pas mal de moments assez intéressants sur le fait qu'Henri s'apprête à quitter la ville et que Rumpel dit ouais, vous savez quoi, j'ai lu votre livre, mon personnage préféré a toujours été Henri. C'est bizarre, il dit à sa place j'aurais dit Rumpelstiltskin, mais bref, ouais, et il lui dit pas juste parce qu'il avait la foi. Et parce qu'il se battait pour... Et il essaye vraiment de trouver une façon un peu détournée de raviver un petit peu la flamme en lui, sans lui dire tu es le vrai Henry Mills de ce livre-là. Il essaye vraiment de la jouer un peu fine à ce niveau-là. Je trouvais que c'était pas mal, quoi. Ces petits moments de conversation entre Henry et Rumpelstiltskin étaient plutôt bien faits. C'est dommage quand j'y pense qu'on table à peine, je dis bien à peine, sur la relation entre ces deux-là. C'est censé être le petit-fils de Rumpelstiltskin, quoi. Ils sont censés être liés. C'est un peu tout ce qui lui est resté de Bellfire, d'un point de vue strict. Et il y a eu tellement peu de choses autour d'eux. Ce qui fait que, ouais, j'apprécie quand même un peu particulièrement ce moment-là, sur le principe. J'ai bien apprécié ça. Donc ouais, durant l'enquête, il se rend compte que quelqu'un doit s'identifier à un personnage du livre, et ce personnage en question, c'est le Hansel, de Hansel et Gretel, dont qui correspond à un vague chapitre rapide du tout début de la saison 1. Punaise, quoi, c'est le genre de truc qui doit tenir à peine une page dans le total de ton histoire, mais apparemment, t'as trouvé la page en question. Oui, donc le tueur se prend pour Hansel, selon lui, ben, sachant que c'est réellement Hansel, mais bon, bien entendu, il a modifié la page parce que c'est pas le Hansel du monde des contes de fées tel qu'on le connaît, c'est le Hansel du monde modifié avec Cendrillon et compagnie, qui s'avère donc être Jack, puisque on sait que Jack est le tueur. Et donc ouais, je vais me restreindre un peu, me reprendre sur ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. L'histoire de Gretel n'était pas complètement superflue puisque c'est important. C'est important de préciser qu'elle a un frère qui se sont perdus de vue pour une raison X. J'ai pas particulièrement suivi, mais il s'est brûlé, oui, il s'est brûlé les bras dans l'incinérateur de la sorcière de la maison à pain d'épices. Après, ils sont perdus de vue pour une raison X que j'ai pas très bien suivi. Et donc, ça donne un assez fort mobile à notre Jack de vouloir tuer le sabbat des 8, parce que voilà, elles sont responsables de la mort de sa sœur. Hein, c'est pour ça aussi qu'il a voulu s'en prendre à Javotte, parce que même si elle a quitté le sabbat des 8, elle l'a intégré. Et donc, d'un point de vue technique, c'est tout à fait elle qui aurait pu tuer sa sœur, sachant que c'est elle qui a tué sa sœur, encouragée assez fortement quand même par un ergotel, faut dire ce qui est. Donc ouais, ces motivations sont très intéressantes à ce niveau-là. Je trouve que c'est pas trop mal fait. Je trouve que ça aurait été cool d'introduire ça un peu plus tôt. Parce que voilà, c'est l'épisode précédent, quoi. Genre, j'ai le sentiment que vous étiez pas sûr au moment où les personnes du sabbat des 8 commençaient à être tuées, que ça allait d'une part être Jack et surtout que ça allait être Hansel. C'est un peu... Désolé de me répéter à ce niveau-là encore, mais la marque d'une grande série, c'est de savoir vraiment instaurer à l'avance tous les détails qui vont entrer en jeu. Là, on sent que vraiment c'est en 2 épisodes que vous avez instauré toutes ces motivations, qui sait et tout et tout. C'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage. Non, au moins, oui, c'est 2 épisodes, c'est pas un seul, c'est déjà ça. Hein, c'est beaucoup, c'est déjà 2 fois mieux que ce que vous avez tendance à faire des fois. Donc ouais, après avoir fait ça, il décide donc de partir à New York, mais son pneu finit par crever suite à un éclat de verre. Donc il se dit c'est un signe parce que c'est comme le verre de la pantoufle de verre qu'on voit rapidement au début de l'épisode et qu'on avait introduit avant, donc c'est bien de reprendre cette petite continuité là. Et alors que Jack passe en voiture pour l'aider et lui propose de l'accompagner à l'aéroport, celui-là lui dit non. J'ai plutôt envie de réfléchir à ma vie, d'aller parler à Cendrillon s'il te plaît. Mais alors qu'il est ramené par Jack, il finit déjà par lui avouer ce qu'il a fait avec la police, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a discuté de qui pourrait être le tueur, et là il se prendrait pour Hansel. Et alors que Jack commence un petit peu à tiquer face à ça, il y a Henry qui voit qu'il a des marques de brûlure au poignet.
il se dit, ah, ça doit forcément être lui. Genre, ah oui, non, mais c'est comme, c'est comme Ansel, donc ça doit être lui. Ouais, j'imagine que c'est une identification de ça. Il s'est dit, ah ouais, il a dû avoir les bras brûlés ou il s'est brûlé lui-même les bras pour s'identifier plus à l'histoire de Ansel qui s'est créé. C'est pas impossible. Enfin bref, je trouve ça un peu dingue qu'ils se disent tout de suite, ah c'est forcément lui, comme ça d'un coup. Mais ouais, quoi, donc il la joue pas du tout suspect en disant tu sais quoi, en fait, je vais plutôt y aller. Hein, tu peux me déposer ici, ça sera rapide. Histoire de. Ouais, t'es vachement suspect, mec. C'est extraordinaire la façon dont les gens réagissent complètement stupidement. Quand ils ont des doutes. C'est pareil avec Carl dans la haut. Il finit par se rendre compte que ce type, que Munn, c'est super suspect et que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas éveiller ses soupçons. La première chose qu'il fait, c'est éveiller ses soupçons en disant on va peut-être s'en aller, c'est bon, hein, très vite, très vite, très vite. Sans subtilité. Et donc voilà, sans subtilité, Henri dit je vais y aller, c'est bon, ça devrait aller. Et bien entendu, ça convainc pas trop Jack qui le kidnappe en le droguant. Et donc j'imagine qu'à partir de là, Cendrillon va croire qu'il est parti à New York, etc. Voilà, donc, et là, j'imagine que l'épisode suivant, on va avoir un flashback sur Jack. Et donc Ansel. Ok, ça pourrait être, ça peut être intéressant, j'aime bien le principe autour du personnage. Si vous si vous l'exploitez bien par la suite, ça pourrait être très bon. En termes d'intrigue secondaire, on va se centrer un petit peu plus sur Alice et Robin. Alors, Alice qui commence à prendre un nouveau boulot en travaillant pour Tiana. Voilà, donc Tiana a tellement de succès maintenant qu'elle peut embaucher sans problème. Ça va super vite son affaire. Et donc Robin qui travaille au bar de Zelena, mais qui est un peu frustré que Zelena lui dise rien de ce qu'elle fait. Sachant que pendant que Robin bosse au bar, Zelena est en train de concocter une potion pour guérir Henry de son poison. Alors, il fait une espèce de bouillon. Regina n'est pas là parce qu'elle est partie on ne sait où. Et ouais, j'imagine que ça vient de la potion magique que lui a donné Facilier. Ça doit être ça. Ok. Et ouais, quoi, tout d'un coup, il existe une formule magique et une espèce de truc magique là qu'elles connaissent qui pourra sauver Henry de son poison, de son problème. Comme ça. Ça sort de nulle part. Mais voilà. Et apparemment, je sais pas, la fiole magique que Regina a reçue, elle doit l'affiner ou faire un truc comme ça. Je sais pas ce qu'elle doit faire là, mais de façon, ce que soit l'ingrédient final qui sauve Henry, ou un truc comme ça. À nouveau, j'en ai déjà parlé, je déteste quand on balance des trucs magiques comme ça, voilà, ça m'a. Et surtout que. Le problème d'Henry est censé être le conflit central qui fait qu'on peut pas sauver tout le monde de la malédiction. Que ce soit amené comme ça avec une solution de genre qui a pas été particulièrement amenée, je trouve ça très dommage. Enfin bon, ils essayent d'étaler ça sur plusieurs épisodes, c'est déjà bien, mais voilà, quand on a la solution, tiens, il y a un bouillon, il n'y a plus qu'à rajouter un ingrédient secret magique que Regina est partie chercher, voilà. Voilà, légèrement frustrant, je trouve. Enfin bon, Robin est frustré que Zelena ne veuille rien lui dire, c'est-à-dire pourquoi elle est repartie travailler avec Regina, qu'est-ce qu'elle lui cache, etc. Et Zelena dit ah non mais je ne peux rien te dire tout de suite, oh mon dieu mais c'est dramatique, cette mère et cette fille qui ne peuvent pas se séparer, hein. Alors déjà que ça casse pas des briques en soi, je peux pas ressentir quoi que ce soit parce que pour la énième fois, ils ont un moyen de rendre la mémoire aux gens. Putain, non mais ça va me rester en travers de la gorge tout le reste de la saison. Je déconne pas ça, hein. Tout le reste de la saison. Donc, ouais, elle est maussade, Robin, elle part du bar, elle va s'asseoir sur un banc, pas loin de là où on prépare les beignets de Tiana. Donc, il y a Alice qui arrive et elles ont une petite conversation assez sympathique qui les rapproche un petit peu. À nouveau, j'ai du mal à vraiment entrer dans le côté émotionnel parce que techniquement, pour moi, devrait pas y avoir ça. Avec ce que vous avez instauré avant, il ne devrait pas y avoir nos personnages principaux
qui devraient ne pas savoir qu'ils sont là. Mais bon, quoi. Dans la mise en scène, dans le texte, c'était quand même très sympathique, très efficace, ce petit moment de rapprochement entre elles deux, où Alice lui dit, ouais, ça doit être aussi dur pour ta mère de te cacher ça, de devoir te cacher ça, alors qu'elle ne le voudrait pas, et ce qui fait qu'Alice comprend et qu'elle se rabiboche avec sa mère. Et que Robin comprend et qu'elle soit rabiboche avec sa mère. Et donc ouais, Alice est contente d'avoir son nouveau job où elle a enfin des gens qui la reconnaissent, parce qu'avant les gens ne la reconnaissaient pas. Complètement ridicule à nouveau ça. Et ouais, Robin se réconcilie avec sa mère, elle comprend qu'elle lui parlera quand elle aura envie de parler. Et c'est là que on découvre à la fin qu'elle a reçu une boîte de chocolat comme toutes les autres sorcières avant elle. Ce qui n'a aucune logique pour moi. Genre pas du tout, qu'est-ce que c'est que ce petit délire je croyais que Jack en avait après le sabbat des 8. Quand est-ce que Zelena fait partie du sabbat des 8? Et ne me dites pas que ça vient, que c'est pour Robin qui fait ça, quoi. Elle a été avec Gothel pendant genre même pas une journée. À quel moment il aurait pu savoir qu'elles étaient en lien ou quoi que ce soit? C'est quoi cette connerie? Excusez-moi, mais je pige pas le délire là. Ouais, donc, ouais, Zelena ou Robin peut-être va être la prochaine cible de Jack. Sans raison. J'ai pas compris là, cette espèce de cliffhanger de fin, c'était ridicule pour moi. Pourquoi il s'en prendrait à Zelena complètement débile? Il sait pas, il sait absolument rien en fait. Il dit juste, toutes les personnes qui ont fait des sorts, de la sorcellerie, je dois les tuer, c'est tout. Je te signale que ta sœur était une sorcière avant de crever, quoi. Voilà, donc pas compris ce délire, à moins qu'il nous fasse un autre flashback centré sur Zelena, où vous explique que pendant un moment elle était dans le sabbat des 8 pour une raison X, ce qui m'étonnerait énormément. Je vois pas, je vois pas comment ça serait logique cette merde, donc c'est ridicule pour moi. Voilà, c'est dommage parce que ça fout en l'air un personnage de Jack un petit peu, ça, le fait qu'il s'en prenne à quelqu'un qui n'a clairement pas de lien avec le sabbat des 8, pas de lien direct comme celle d'avant, donc sans parler de ça, j'ai trouvé que c'était intéressant autour du personnage de Jack, la façon dont on sent que la mort de sa sœur l'a complètement marqué, sachant que la mort de sa sœur est censée se faire bien après et qu'il ait rencontré Henry. Donc c'est arrivé durant la période où Javotte est devenue méchante et a intégré le sabbat des 8. Donc c'est après ça, donc c'est après sa rencontre avec Henry que sa sœur est morte. Et donc c'est après sa rencontre avec Henry qu'il a décidé de chercher vengeance, etc. Et étant donné que, je sais pas, est-ce qu'on le voit dans le futur? C'est-à-dire 8 ans avant, 8 ans après la naissance de Lucie, après que Javotte a été transformé en pierre et tout. Je n'ai pas souvenir qu'on le voit. Ouais, je n'ai pas souvenir qu'il apparaisse dans le futur proche de la malédiction, quoi. Enfin, dans le passé proche de la malédiction. Et donc, ouais, peut-être qu'il va y avoir une scène comme ça, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que sa sœur a été tuée. Et c'est ça qui va le faire partir, le faire quitter le groupe, peut-être. Par contre, ouais, à ce moment-là, pourquoi il s'est fait passer pour Jack? Puisque, à nouveau, je vois pas pourquoi il aurait abandonné son identité d'Ansel, en fait. Puisque sa sœur n'est pas morte à ce moment-là, quand il a rencontré Henry. Enfin, beaucoup de questions qui, j'espère, auront des réponses satisfaisantes. Après, je touche du bois, mais je sens que ça va pas être que des réponses satisfaisantes, je vous le cache pas, mais ouais, il m'intrigue quand même beaucoup ce Jack. Et même s'il reste que quelques épisodes pour tout boucler, j'espère que ça passera bien. C'est tout ce que j'espère. À très bientôt pour l'épisode 17. Bye!